Bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 septembre 2018 et je continue ma lecture du Socrate écrit par Claudius Pia. Je suis à la page 100, idée maîtresse. Donc je continue ma lecture et avec des commentaires un peu digressifs comme d'habitude. Voilà. Il ne faudrait donc pas croire que Socrate se soit borné à ciseler des idées morales. Il ne faudrait pas non plus le considérer comme un pur dialecticien, dont le dessein aurait été de jeter les bases de la science théorique. Sa méthode, il est vrai, conduisait tout droit à l'idée d'une telle science. Mais ce n'est pas lui, c'est Aristote qui l'a fondée. On serait également dans l'erreur si l'on se figurait que, parce que Socrate s'est occupé de concepts qui ne touchent pas à la morale, il cesse d'être un pur moraliste, car ces deux choses ne s'excluent qu'en apparence. Elles s'harmonisent en réalité dans une idée supérieure que Socrate lui-même a découvert et que l'on peut regarder comme l'âme de toute son œuvre. Socrate avait un but pratique. Il voulait améliorer la conduite morale des Athéniens. Or, à son sens, le seul moyen d'y réussir n'était pas seulement de leur enseigner le véritable idéal de vie, il fallait encore donner à leur intelligence une éducation assez forte pour qu'ils fussent capables de comprendre toute l'excellence et toute la beauté de cet idéal. C'est de la raison que devait venir le progrès et l'achèvement de la personnalité. Et par conséquent, le besoin s'imposait d'exercer de toute manière cette faculté maîtresse, de réfléchir sans relâche et sur toute chose. Il me faut vivre en philosophant, disait Socrate. Il me faut vivre en m'examinant moi-même et les autres. Telle est la volonté du Dieu. Nous arrivons au chapitre 5, la méthode. Socrate n'allait pas au hasard dans ses enquêtes dialectiques. Il avait une méthode qu'il importe de décrire avec soin, car elle constitue l'une des marques les plus distinctives de son œuvre. Son but principal était de s'élever du multiple à l'un et d'obtenir ainsi la définition précise de chaque chose. De plus, la définition telle qu'il l'entendait présente un caractère très spécial. Elle ne porte point sur ce sujet permanent que nous plaçons derrière quelques groupes de phénomènes et que nous appelons du nom de substance. De la substance, Socrate ne tirait nul souci. Elle relevait de la physique, et la physique était une science à laquelle il avait renoncé, comme on l'a vu plus haut. La définition socratique ne vise pas non plus ces formes idéales dont Platon s'est préoccupé, ces types éternels de perfection auxquels s'élèveraient naturellement tous les individus de chaque espèce s'ils n'étaient contrariés dans leur développement par les exigences de la matière. Socrate, comme en témoigne Aristote, n'a jamais pensé à ce monde d'intelligible que son disciple devait faire sortir de sa propre théorie. La définition dont parlait Socrate a quelque chose de moins hardi, je dirais presque de plus positif. Sans doute, il voulait dépasser le relatif où les sophistes s'étaient enlisés. Il s'efforçait d'aboutir à des concepts qui fussent applicables à un nombre indéfini de cas de la même espèce. C'est l'absolu qu'il aspirait. C'est à l'absolu qu'il aspirait. Mais il ne le cherchait ni dans le fond de la matière, ni dans la substance des idées. Il se bornait à dégager des phénomènes que l'on appelle beaux, ce que c'est que la beauté. Des actions que l'on nomme justes, ce que c'est que la justice. Des différentes formes que revêtent les arts, ce qu'il faut entendre par l'art. Et ainsi de tout le reste. Il allait des faits
que le commun des hommes groupe autour d'un même signe, à l'aptitude interne d'où ces faits découlent. Il définissait chaque chose par sa cause immédiate, sauf à faire voir par après, quand il y avait lieu, les conséquences d'ordre logique ou d'ordre pratique que l'on en pouvait tirer. Socrate allait donc du multiple à l'un, et parfois de l'un au multiple. Et dans les deux cas, il avait une manière de procéder qui lui était personnelle. Il n'enseignait pas à la manière des sophistes qui prétendaient connaître toutes choses. Il se donnait au contraire comme ne possédant aucune connaissance véritable. On l'entendait dire à tout venant « Quant à moi, j'ai le vif sentiment de n'avoir aucune sagesse, ni grande ni petite. Si je sais quelque chose, c'est seulement que je ne sais rien. » Et cependant, il demeurait persuadé que la science était possible, que la science était faisable. La crise intellectuelle dont souffrait l'Attique lui apparaissait comme une étape difficile d'où l'on devait sortir pour s'élever à un dogmatique nouveau, plus sobre en un sens, mais aussi plus rationnel et plus compréhensif. Il ne lui restait donc qu'une ressource, celle d'aller trouver les autres hommes, de leur poser des interrogations méthodiques, d'accoucher leur esprit, pour voir si l'on n'en pouvait pas tirer quelques échantillons du vrai savoir. « Tu es en mal d'enfant, mon cher Théétète, ton âme est grosse. Je ne sais, Socrate, mais je dis ce que j'éprouve. Ne sais-tu pas encore, pauvre innocent, que je suis le fils d'une accoucheuse habile et renommée de Phénarète ? Je l'ai ouï dire. N'as-tu pas entendu dire aussi que j'exerce la même profession ? Jamais. Eh bien, le métier que je pratique ressemble de tout point à celui des accoucheuses, à cette différence près que je délivre des hommes et non des femmes, et que je soigne non les corps, mais les âmes en mal d'enfant. Ce qu'il y a de plus important dans mon art, c'est qu'il me met à même de discerner si la pensée d'un jeune homme va produire une telle chimérie, un être chimérique ou un fruit véritable. Ainsi Socrate allait sans relâche, demandant aux autres la science qu'il se vantait de posséder et que lui-même avouait ne pas avoir. Il cherchait des choses en commun. Ses raisonnements étaient des dialogues, donc il avait un esprit de contradiction en fait, très puissant je pense. Ces raisonnements étaient des dialogues et ces dialogues eux-mêmes se développaient ordinairement comme des drames à deux actes, dont le premier consistait à confondre l'interlocuteur et le second à mettre sur pied une définition nouvelle. Voilà. Et je pense qu'il avait l'esprit de contradiction, et en fait l'esprit de contradiction c'est un esprit d'hyper-créativité pour la plupart de ces grands penseurs. C'est-à-dire que au moment où l'autre parle, s'il n'est pas complètement dans notre sens, s'il ne nous amène pas un point de vue qui collerait absolument à ce qu'on pense, on va imaginer tout de suite une contradiction, quelque chose qui va contrarier ce qui est dit. C'est une question certainement de lutte de pouvoir, ou je ne sais pas, enfin, pour imposer son propre point de vue. Mais en tout cas, c'est automatique. Et je pense qu'une grande partie de son mécanisme se basait sur ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voulait gagner toutes les batailles. Et donc, il s'amusait, et les batailles aussi, pas d'éloquence, mais de concept. Socrate commençait par poser une question, à moins que quelqu'un ne le prévînt, comme le faisaient parfois Antiphon et Aristippe, qui cherchaient à l'embarrasser. Par exemple, il demandait à Eutydème « Dis-moi quelle idée tu te fais de la piété ?» Il pressait Protagoras de lui apprendre en quoi et sur quoi son enseignement rendait les gens plus habiles. « Laissons là Gorgias, disait-il à Ménon, puisqu'il est absent. Mais toi, au nom des dieux, en quoi fais-tu consister la vertu ? Apprends-le-moi, ne te laisse pas dominer par l'envie,
afin que, si vous paraissez le savoir, toi et Gorgias, j'ai fait le plus heureux des mensonges, en disant que jusqu'ici je n'ai rencontré personne qui le sût. La réponse une fois fournie, Socrate s'en emparait et la mettait à l'épreuve. Il interrogeait encore et à diverses reprises, toujours sous le prétexte de mieux s'instruire, obtenait des explications contradictoires, les opposait les unes aux autres, et finissait par faire éclater à tous les yeux l'insuffisance de la définition avancée. L'interlocuteur alors restait à court. Il s'esquivait en disant, comme le vieux Protagoras, « Nous parlerons une autre fois de ces matières, quand tu le voudras. Pour aujourd'hui, j'ai quelques affaires plus pressées. » Ou bien il confessait franchement ne point savoir en réalité ce qu'il croyait savoir. Socrate répondait, « Mais non, je savais avant de converser avec toi que tu ne sais que douter toi-même et faire douter les autres. Mais voici maintenant que tu me fascines par tes charmes et tes maléfices, et je demeure tout rempli de doutes. S'il m'est permis de railler, tu me parais absolument semblable, pour l'apparence et pour tout le reste, à cette large torpille marine qui engourdit tout ce qui en approche ou qui la touche. Je pense que tu as produit le même effet sur moi, tu m'as engourdi l'esprit et le corps, et je ne trouve plus rien à répondre. Il me semble que tu prends le bon parti, en ne voyageant ni sur terre ni sur mer, car si tu te conduisais ainsi dans une ville étrangère, on ne tarderait pas à t'arrêter comme un enchanteur. » Lorsque l'adversaire, une fois réduit au mutisme, consentait à rester sur place, Socrate continuait les interrogations, mais dans un autre sens. Il s'efforçait de construire au lieu de détruire. Il se mettait à chercher de concert avec celui qu'il venait de confondre, quelle pouvait être la solution du problème posé. À l'enfantement de l'être chimérique succédait celui du fruit véritable. « Penses-tu donc, disait-il à Aristippe, que le beau et le bien soient deux choses différentes ? Ne sais-tu pas que chaque fois est beau et bon sous le même rapport ? La vertu n'est pas bonne à un point de vue et belle à un autre. C'est en se plaçant sous le même aspect que l'on dit d'un homme qu'il est beau et bon. Et ce qui fait la beauté d'un corps en fait aussi la bonté. Enfin, tout ce qui peut être utile est bon et beau relativement à l'usage qui lui convient. » Alors, on voit aussi par où ça pêche un petit peu à mon sens, cet esprit de contradiction et cet esprit de vouloir convaincre. Parce que parfois, c'est un peu faible comme point de vue. Ça peut être parfois c'est contestable, ou ça peut être contesté, ou on peut donner une version opposée et qui collerait aussi. Un panier à ordures est donc aussi une belle chose ? Oui, par Jupiter, et un bouclier d'or et lait, si toutefois l'un est approprié à son usage et l'autre non, car les choses sont belles et bonnes relativement au but qui leur convient. Je pense qu'il a raison. L'aide est mauvaise relativement au but qui ne leur convient pas. Tout à fait. Et si on est dans un travail qui ne nous convient pas et qu'on n'aime pas, eh ben, on n'est pas bien, on le fait pas bien, on n'est pas heureux, etc. Et si on fait ce pourquoi on a été conçu, eh ben, on est bon et beau, sous cette forme. Ainsi se trouvaient ramenées au concept d'harmonie les idées en apparence si différentes d'utilité, de bonté et de beauté. Ainsi se trouvait mis en relief le principe fondamental de la doctrine socratique. Et c'est d'ordinaire par des conquêtes de ce genre, moins importantes le plus souvent, mais toujours également dogmatiques, que se terminait l'épreuve. Alors l'interlocuteur respirait. Après avoir avoué à sa honte qu'il ignorait ce qu'il croyait savoir, il pouvait se persuader qu'il savait au fond ce qu'il croyait ignorer.
Le nouveau-né n'avait point paru sans labeur, mais il n'en était pas moins le fils de sa pensée. On trouve dans les Mémorables un passage où les deux phases de l'examen socratique ressortent avec beaucoup de netteté. C'est le dialogue avec le sophiste Hippias d'Élée. Hippias, de retour à Athènes, après une longue absence, rencontra Socrate qui s'entretenait avec quelques-uns de ses disciples. « Quoi, Socrate, dit-il, d'un ton railleur, tu répètes encore ce que je t'ai entendu dire il y a si longtemps ?»« Oui, Hippias, et ce qu'il y a de plus fort, c'est que je le répète sur le même sujet. Mais toi, dont la science est si variée, peut-être ne parles-tu jamais de la même manière sur les mêmes choses ? Jamais. Je tâche toujours de dire du nouveau. Même sur ce que tu sais ? Par exemple, si l'on te demande au sujet des lettres combien il y en a dans le nom de Socrate et quelles elles sont, tu t'efforces de répondre tantôt d'une manière et tantôt d'une autre ? S'il s'agit d'arithmétique et que l'on te demande si 2 fois 5 font 10, ta réponse d'aujourd'hui n'est pas plus celle d'hier ? Sur ces questions, Socrate, je suis ton exemple, et je vais répétant toujours la même chose. Hippias se sent pris et devient prudent. Il persiste à soutenir qu'il pourrait dire au sujet de la justice des choses nouvelles qui sont de nature à supporter toutes les attaques, mais il se garde de proposer son sentiment. « Je t'attends, Socrate, à toi de nous dire d'abord ce que tu penses de la justice. Il y a bien assez longtemps que tu te moques des autres avec tes interrogations et tes réfutations perpétuelles, avec ton parti pris de ne jamais hasarder une réponse, de garder toujours pour toi ton opinion personnelle. » Socrate passe alors de l'ironie à la maïeutique, proprement dite. Mais non sans avoir encore berné quelque peu son homme. Il établit à l'aide d'une série de questions et de réponses, premièrement que celui-là fait preuve de justice, qui observe les lois de l'État, secondement que c'est également agir en homme juste que d'observer les lois des dieux, troisièmement qu'il n'y a pas d'autre loi que celle de l'État et celle des dieux, et il inclut que la justice et la légalité ne font pour celui qui les rattache à leur premier principe qu'une seule et même chose. Il est bon d'ajouter que les dialogues de Socrate ne se développaient pas toujours sous leur double forme. Il lui arrivait parfois, quand la réfutation prenait fin, de se borner à l'expression d'une idée suggestive, qu'il jetait comme un ferment dans l'esprit de l'auditeur qui devait provoquer sa réflexion et le conduire de plus ou moins loin jusqu'à la solution du problème débattu. C'est ce qui se présente dans le dialogue avec Eutydème et sur le juste et l'injuste. Le jeune homme, au bout d'un certain nombre de réponses, se trouve par 3 fois de suite dans le plus cruel embarras. Il ne sort de la contradiction que pour y tomber de rechef et finit par avouer qu'il est dans l'impuissance absolue de s'expliquer à lui-même ce qu'il importe le plus de savoir. Il ne voit plus aucune autre route qui puisse le conduire à devenir meilleur. Oh, mais peut-être qu'il y a aussi une petite manipulation de la part de Socrate, parce qu'il se fatigue moins, en fait, en restant dans la position de l'accoucheur. Comme l'accoucheuse, sa mère, se fatigue moins que la parturiente. Donc peut-être que l'esprit de celui qui l'interrogeait finissait par se fatiguer et donc par perdre un peu pied plus facilement. À ce moment, Socrate intervint pour lui venir en aide. « Dis-moi, Eutydème, es-tu jamais allé à Delphes ? 2 fois par Jupiter. As-tu remarqué cette inscription qui est sur le temple ? Connais-toi toi-même ? » Oui, certes, il montre alors au bel Eutydème que ce précepte est tout à la fois le commencement, le milieu et la fin de la sagesse.
et il s'en tient là. Du juste et de l'injuste, il n'est plus question. Le disciple pourra voir par lui-même, et s'il le fait, il y trouvera double profit. La définition cherchée est un surplus de vigueur intellectuelle. Socrate, en maintes circonstances, je vais arrêter là. Tiens. J'ai fait mes 20 minutes. Voilà. Parce que je suis un peu... Voilà. À bientôt. Merci de votre écoute.